Alors, si je partage quelques informations sur mon enfance, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que je suis née en Île-de-France, j'ai grandi en Île-de-France, mes deux parents sont d'origine caribéenne, de la Guadeloupe et de la Martinique, et je suis la fille du milieu d'une sororité de trois filles. Donc j'ai une grande sœur et une petite sœur, et moi je suis au milieu, avec tout ce que ça comporte d'être l'enfant du milieu, et celles et ceux qui savent, savent. Et en tant qu'enfant, j'étais très sensible. Sensible dans le sens sensitif. Voilà, je ressentais énormément de choses. Je me sentais, je me sentais traversée par beaucoup de ressentis, beaucoup d'émotions. Du coup, ça sortait parfois aussi de manière émotionnelle, avec des larmes. Souvent, ça s'exprimait par des larmes. Je me souviens avoir été une enfant dans la douceur, dans des gestes fins, des gestes précis. Et je me souviens aussi d'avoir été une enfant qui était beaucoup en observation du monde qui l'entourait, avec beaucoup de questionnements sur le monde qui l'entourait. Et donc j'étais à la fois dedans et à la fois en méta, donc c'est-à-dire en observation de ce monde-là. Je me sentais, alors ce n'est pas pour faire, je me sentais un peu différente. Donc ce que je disais, c'est que je voulais pas faire, oui, j'étais différente, mais je me sentais un peu différente dans ma façon de voir le monde, notamment par rapport aux autres enfants de mon âge, ce qui fait que je jouais peu avec les autres enfants de mon âge. Et d'ailleurs, très tôt, j'ai été diagnostiquée surdouée. Donc j'ai sauté une classe, je suis entrée au CP à 4 ans et demi. Enfin, je suis rentrée au CP juste avant mes 5 ans. Et donc voilà. Pour moi, c'était pas négatif, ça a été même plutôt positif. Mais je sentais qu'il fallait que j'apprenne les codes extérieurs pour pouvoir m'adapter au monde qui m'entourait, parce que je sentais que j'avais un regard sur le monde qui n'était pas forcément celui attendu. Donc ça a fait de moi une fille très sensible, et de l'extérieur, comme j'avais un monde intérieur très développé et que tout se passe à l'intérieur de moi, et ben de l'extérieur, les adultes disaient de moi que j'étais réservée et timide, ce qui n'était pas vraiment le cas. C'est juste que j'observais. Quant à mon adolescence et les moments marquants, je crois que le premier souvenir qui me vient, c'est pas un souvenir, c'est en fait sur la durée, c'est ma scolarité. Ma scolarité a été particulière et je l'ai beaucoup appréciée, en ce sens où de mes 9 ans à mon bac, donc 16 ans et demi, j'ai été scolarisée dans une école pour enfants artistes. Je n'allais à l'école que le matin, l'après-midi était dédié à mes activités artistiques que j'ai commencé très jeune. J'ai commencé à 5 ans la gymnastique, à 7 ans la harpe, à 12 ans la danse. J'ai continué, ça a été mes métiers. Donc toute ma vie, j'ai eu des activités extrascolaires avec beaucoup d'heures de pratique. Presque, je crois que j'étais peut-être à 20 heures, peut-être plus, même 24 heures, je crois, à un moment, en plus de l'école. Donc, je me souviens d'une adolescence rythmée. Rythmée et en même temps dans l'ouverture du champ des possibles, parce que mes camarades de classe étaient aussi des enfants artistes, acteurs, sportifs de haut niveau. Et ce que ça a créé chez moi, c'est comme une ouverture d'esprit. J'étais à l'école à Paris, venant de la banlieue. Je fréquentais des enfants qui venaient de Paris, qui venaient de la banlieue. En fait, c'était vraiment de la diversité. Nous avions des profils différents, des activités artistiques différentes. Et chez moi, ça a créé une forme d'ouverture d'esprit et une forme de capacité d'adaptation, d'adaptabilité à différents univers. Aussi une grande curiosité pour ce qu'il y a autour. Et oui, bien sûr, ça a participé à la construction de la femme que je suis aujourd'hui. Donc oui, il y avait déjà des signes que j'allais me diriger vers quelque chose autour du corps. Enfin, peut-être que ado, je m'étais pas encore dit que j'allais être danseuse, je faisais juste les activités que j'aimais. Mais bon, voilà, je dansais déjà, je jouais déjà de la musique et j'étais toujours intéressée par le monde qui m'entourait et toujours très curieuse. Pour la personne qui m'inspire et qui m'inspire encore d'ailleurs, mais qui m'a inspirée depuis mon enfance et mon adolescence, je dirais Michael Jackson. Peut-être que c'est un nom controversé, pour moi ça ne l'est pas.
Et Michael Jackson, pour moi, représente l'artiste qui fait tomber les frontières. J'ai le souvenir, étant enfant et étant ado, d'avoir été fascinée par l'humain qu'il était, parce que j'avais l'impression, quand j'étais plus jeune, de ne pas pouvoir vraiment savoir dans quelle, dans quelle, dans quelle classe le classer, dans quelle catégorie le mettre. Euh, C'était un homme noir qui avait fait de la chirurgie esthétique et donc qui avait changé de couleur de peau. Il avait un look parfois masculin, parfois efféminé. Donc même là, ça brouillait les pistes. Il touchait les jeunes comme les plus âgés. Et en fait, je crois qu'il m'a touchée à la fois pour son art et pour tout ce qu'il a créé pour les personnes noires en termes d'art, en fait, de musique populaire, de pop music. Et pour tout le côté avant-gardiste, bien sûr pour la danse, voilà, forcément tout ça, mais je crois que je voyais en lui vraiment un messager. Ce sont les messages de ces chansons qui m'ont le plus touchée, transportée, et surtout j'étais fascinée par le fait qu'il touche tout le monde. Ce que je voyais très peu chez les autres artistes, qui étaient plus nichés, on va dire, on dirait ça aujourd'hui. Lui a touché toutes les générations, toutes les cultures, toutes les populations. Ça veut dire l'Occident, l'Orient. Tout le monde connaît Michael Jackson. Toutes les ethnies. Euh, et c'est comme si son message était universel. Et ça m'a toujours fasciné chez cet homme. Comment il a fait pour faire tomber toutes ces frontières-là. Et je crois que c'est quelque chose que je porte encore aujourd'hui en moi ou qui m'inspire encore quand je communique sur les réseaux, quand je parle. Je m'adresse en fait aux personnes pour qui mon message résonne. Voilà, donc Michael Jackson, pour la musique, pour la danse, pour tout le côté avant-gardiste, pour les portes qu'il a ouvertes et pour son message et pour le côté universel. J'ai commencé en région parisienne, j'ai sauté une classe, je suis entrée en CP juste avant mes 5 ans. Et ensuite, voilà, école normale, adaptée avec tous les autres enfants. Et ça a vraiment shifté quand, à mes 9 ans, je suis entrée au CM2 dans une école à Paris pour enfants artistes. Comme je le disais un peu plus tôt, j'ai fait beaucoup d'activités artistiques et sportives. Et ma mère a eu l'intuition, et je l'en remercie encore aujourd'hui, de nous placer, ma grande sœur et moi, dans cette école publique qui était une école pour enfants artistes. J'allais à l'école que le matin, l'après-midi c'était pour mes devoirs et les activités artistiques et ça m'a permis en fait de développer mon niveau artistique ainsi que mon niveau scolaire. Donc voilà, ça a été de mon CM2 à ma terminale, j'ai passé un bac littéraire, j'ai eu mon bac à 16 ans et des poussières, presque 17 ans. Et là, c'est posé la question de la voie que je voulais prendre. Est-ce que je voulais être artiste ou pas? Et à ce moment-là, ça n'a pas tout de suite été évident parce que je dansais beaucoup plus, je commençais à faire moins de musique, moins de harpe, et j'étais beaucoup dans la danse hip-hop, mais j'avais peur vraiment de me lancer professionnellement dans la danse parce que ma grande sœur était déjà danseuse et que je me demandais si j'allais avoir ma place. Donc, je suis allée dans une école de maquillage et je me suis formée au maquillage. Donc, ça a été ça d'abord. De ma sortie du lycée jusqu'à... Enfin voilà, j'ai fait une année de formation de maquillage juste après ma sortie du lycée, tout en continuant à danser. Et j'ai commencé à travailler tout de suite après ma formation de maquillage en tant que maquilleuse professionnelle, tout en continuant à danser. Et donc, j'ai eu mon statut d'intermittente du spectacle en tant que maquilleuse. Et ensuite, j'ai commencé à passer des auditions en tant que danseuse parce que j'ai commencé à prendre confiance et à croire que c'était possible pour moi aussi d'être danseuse professionnelle. Donc mon parcours scolaire est carrément en lien avec ce que je fais aujourd'hui, puisque c'est la continuité. Parallèlement à ma carrière artistique que j'ai démarrée très tôt, à 20 ans, j'ai toujours aimé apprendre. Donc je n'ai jamais cessé d'apprendre.
Donc j'ai continué à faire des études, parfois j'ai arrêté en cours de route, parfois j'ai continué. Mais voilà, parmi ce que j'ai commencé à arrêter, il y a des cours d'anglais, de littérature civilisation étrangère en anglais à la Sorbonne. Il y a, de, il y a un stage de correction de presse et d'édition. À un moment, je me disais que je voulais corriger les textes des auteurs. Voilà. Il y a eu aussi, au fur et à mesure, de l'intérêt pour le développement personnel et pour la relation humaine. C'est d'abord passé par un chemin personnel. Donc moi, j'ai d'abord travaillé sur moi, mais après, je me suis dit que je voulais me former. Et donc, tout au long de ma carrière de danseuse, il y a eu ces formations. Et donc, à un moment, je me suis dirigée vers la psychothérapie. J'ai fait une école de psychothérapie pendant 2 ans sur 6. Puis ensuite, la psychologie, les sciences du langage à l'université à distance, parce que j'étais encore en tournée et puis encore en train de danser. Et en 2013, je me suis formée au coaching. J'ai identifié que je voulais aider les humains, mais que je ne voulais pas travailler avec les éléments du passé, mais plutôt mais que je voulais plutôt partir du présent pour aller vers le futur. Comment aider les humains à mettre les choses en place, à actionner certaines choses, certaines ressources pour aller vers un futur désirable. Et c'est pour ça que je me suis formée au coaching en 2013 et j'ai fini ma formation en 2014. La suite, c'est que j'ai continué effectivement à me former sur des pratiques autour du corps et de la relation d'aide. Donc cette formation de coaching, je l'ai faite 2 fois parce qu'à l'époque, c'était possible pour moi de la faire une deuxième fois dans l'école où je me suis inscrite. Donc je l'ai faite 2 fois, comme un film qu'on apprécie et qu'on voit 2 fois. On capte les détails, les subtilités. Ensuite, je me suis formée au coaching collectif. Je me suis formée au coaching génératif qui va toucher des niveaux plus profonds de l'être. Je me suis formée à l'accompagnement des compulsions aussi, compulsion/addiction. Et aussi, j'ai fait des cycles de méditation MBSR. Je ne me suis pas formée, mais j'ai suivi des cycles. Et donc, pour moi, ça a contribué à renforcer certaines choses autour de la connexion à soi. Et par rapport au corps, ben, ma carrière de danseuse, elle a duré 15 ans. Donc pendant que tout est un peu emmêlé en fait, hein. Pendant que je dansais, je me formais au coaching, j'ai commencé à exercer en tant que coach alors que j'étais toujours danseuse et chorégraphe. Voilà, hein, tout s'est un peu imbriqué. Tout s'est un peu imbriqué. Et voilà, et quand j'ai arrêté de danser, j'ai fait une formation de yoga teacher. Donc, je suis formée à un yoga teacher training de 200 heures. Je peux donner des cours de yoga, ce que je ne fais pas, mais voilà, c'est aussi quelque chose dans ma boîte à outils. Et par rapport au mouvement, j'ai donné bien sûr beaucoup de cours de danse, des ateliers, j'ai chorégraphié, j'ai chorégraphié différents publics, des adolescents, des amateurs, des professionnels, des personnes en hôpital psychiatrique de jour. Enfin voilà, j'ai fait énormément de choses. Et mes formations, c'est à la fois sur le terrain et puis à la fois des diplômes. Et c'est très éclectique, mais tout a été nourrissant et pour moi, tout est cohérent avec ce que je fais aujourd'hui. Donc les compétences qui me servent aujourd'hui dans mon métier, en fait, c'est tout ce que j'ai accumulé depuis des années. La danse m'a permis de comprendre les corps, de lire les corps, ce qui m'aide dans le coaching quand j'accompagne en collectif. Je sais lire l'énergie d'un groupe, je sais placer le groupe, je sais gérer l'énergie du groupe. Et ça, c'est la chorégraphie qui m'a amené ça. Comment on va placer les chaises pour que les personnes écoutent le mieux, etc. Enfin voilà. Mais après, en fait, tout ce que j'ai emmagasiné depuis toutes ces années d'expérience me servent aujourd'hui, que ce soit ma sensibilité artistique, le coaching, l'écoute, l'empathie, la connexion au corps, la sensibilité, tout en fait. Donc toutes mes compétences sont utiles. Et puis même les compétences que je développe dans ma vie quotidienne. Donc j'ai maquillé des artistes et des célébrités, effectivement, pendant plusieurs années. Ce que je retiens de cette période, c'est de toujours prendre soin de la parité dans les relations. Et ça, je crois que ça m'a servi dans le coaching finalement.
Finalement, ce que j'ai observé après avoir maquillé des célébrités, mais vraiment des acteurs, à la télé, pour des événements, pour du cinéma, pour des défilés de mode, c'est que souvent les célébrités ont plutôt la tête sur les épaules et c'est leur entourage qui crée ce truc d'être sur un piédestal et ce truc où on se plie en quatre pour elles, on n'ose pas leur dire les choses, etc. Et je me souviens de cette femme chanteuse qui est maintenant partie, et donc paix à son âme, que je maquillais, très connue, une artiste française. Et c'était intéressant parce que elle était très âgée, elle avait plus de 70 ans, moi c'était mes démarrages, j'avais peut-être 22 ans, quelque chose comme ça, vraiment des univers différents. Et bah, parfois elle me demandait, c'est une anecdote que je partage, elle me demandait, est-ce qu'aujourd'hui tu trouves que j'ai bonne mine? Et je me souviens que son attaché de presse et son coiffeur, etc., la brossait dans le sens du poil et lui disait mais oui, tu as bonne mine, etc. Et moi, j'ai toujours pris la carte de l'authenticité. Je disais, ben, t'as l'air fatigué, mais mon travail, c'est de justement te mettre en beauté, on va faire ça. Et je sais qu'elle appréciait ce truc-là. Et ce que ça m'a appris, en fait, de travailler avec des personnes qui étaient publiques, tout en l'étant un petit peu moi, mais pas vraiment beaucoup, parce que en étant danseuse, ben moi aussi j'étais devant la caméra, je faisais des télés, je faisais aussi des tournées, c'est juste que j'étais derrière des chanteurs, par exemple. Mais ce que ça m'a appris de travailler avec des personnes publiques, c'est qu'elles sont traversées, bien sûr, parce que ça reste des personnes humaines, par les mêmes questionnements que nous et les mêmes insécurités. Et que pour moi, ça a toujours été important de garder une notion de parité. Nous pouvons faire des choses complètement différentes. Tu peux avoir une audience et du monde, etc. Mais au final, du monde qui te suit, mais au final, nous sommes à parité. Donc voilà. Donc les demandes, c'était... et après, je vais passer au coaching parce que on va pas, je pense, trop parler de maquillage, mais les demandes, c'était beaucoup autour de les rassurer sur leur image. Les rassurer juste avant qu'elles passent devant la caméra. Rassurer sur le fait qu'elles étaient belles, qu'elles étaient bien maquillées. Et chacune d'entre elles avait sa propre façon de gérer ses insécurités et son stress. Certaines avec beaucoup de douceur et d'accueil, et puis d'autres en étant un peu plus pointilleuses et un peu, on va dire, un peu plus chiantes. Mais voilà, ça m'a vraiment appris beaucoup aussi dans la lecture des codes que de fréquenter des milieux artistiques, des milieux très aisés, d'aller dans des grands restaurants, des grands hôtels très jeunes, au début de ma vingtaine. Moi qui viens d'un milieu de la banlieue en fait, donc plutôt modeste. Et ça m'a appris à lire les codes, à les comprendre rapidement, à m'adapter et à écouter. Et ça m'a servi dans le coaching après. Maintenant, si je parle de mes expériences en tant que coach, donc j'ai été formée en 2013, je suis sortie de ma formation en 2014, j'ai commencé à exercer tout de suite. Donc là, on est en 2025, ça fait un moment. J'ai accompagné énormément de publics. J'ai accompagné des particuliers en présentiel, en ligne, en vendant des programmes de développement personnel. J'ai accompagné des entreprises, donc des collectifs, des individus dans les entreprises, mais aussi des groupes dans les entreprises. J'ai accompagné des artistes, pas forcément célèbres, mais des artistes. J'ai accompagné des ados, notamment des jeunes femmes, dans une association pour laquelle j'ai travaillé et qui est vraiment importante pour moi, qui s'appelle Révèle, qui accompagne les jeunes femmes issues des quartiers populaires et de la diversité à s'autoriser à rêver la vie qu'elles veulent, vraiment. Et pour moi, c'était très important d'accompagner ces jeunes femmes parce que je pouvais m'identifier à elles. Je suis née dans un quartier populaire, je viens de la banlieue, sauf que moi, je suis sortie de mon environnement très vite en allant à l'école dans le 5e arrondissement avec d'autres enfants. Et donc, j'ai eu très peu de limitations dans ma capacité à rêver ce que je pouvais faire dans ma vie, en fait. Je me suis jamais dit que ce que je veux faire était impossible parce que limité par mon environnement. Et j'ai rencontré ce type de public dans ces ados-là. Et ça, c'est par exemple un accompagnement qui m'a marqué. En gros, les demandes que j'ai eues peuvent varier, bien sûr, en fonction du public, mais pour moi, il y a un point, un fil d'Ariane, quelque chose qui se rejoint.
c'est une envie de révéler son potentiel, une envie de se sentir mieux, une envie surtout de sortir des attentes extérieures, du pilote automatique et de s'autoriser à vraiment mettre en place les aspirations profondes. Et j'ai vu ça chez énormément de profils que j'ai accompagnés, que ce soit en entreprise, des particuliers, des adultes, des ados. Voilà, c'est comment on peut s'aligner à ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de soi. Comment on peut mettre un peu plus de qui on est dans ce qu'on fait. Et donc voilà, je dirais ça par rapport aux accompagnements. Et concernant mon approche, du coup, j'accompagne par la démarche coaching avec différents outils, une approche somatique, donc notamment une connexion au corps, les ressentis du corps, pas forcément du mouvement, mais ça a pu m'arriver d'intégrer du mouvement dans les entreprises. Donc je recommence cette phrase. Les outils que j'utilise quand j'accompagne, les approches que j'ai, ça va être donc la démarche coaching, et dedans il y a tout un panel d'outils que j'utilise. Il va y avoir de la programmation neurolinguistique, de la PNL, donc, de l'aspect somatique. Donc, comment on se reconnecte à son corps, comment on reconnecte à ses ressentis, pour identifier aussi ce qui se passe, pas que au niveau du mental, mais au niveau du corps. J'ai mis du mouvement dans certains de mes accompagnements, notamment pour les entreprises et les collectifs, parce que ce sont des publics qui sont tout le temps assis et tout le temps dans le mental et qui comprennent les choses à un niveau intellectuel, mais qui ne l'incarnent pas forcément tout le temps. Comment incarner, par exemple, les valeurs d'une entreprise dans son corps. Donc mon approche, elle est holistique et elle est surtout dans le lien entre le corps et l'esprit, dans l'alignement entre le corps et l'esprit. Pour moi, les deux vont ensemble. On ne peut pas avancer, comprendre des choses ici sans que dans le corps ça se reflète, et on ne peut pas être complètement déconnecté de sa conscience et être simplement dans des actions en pilote automatique. Donc mon approche vise systématiquement à réaligner les deux, et à mettre de la conscience sur les deux, quels que soient les accompagnements que je design, que je crée. Du coup, mes accompagnements sont soit de l'accompagnement one-one, soit des séminaires, soit des séminaires que je crée, soit des programmes d'accompagnement. Donc, je fais aussi beaucoup d'ingénierie pédagogique. Et je veille systématiquement à mettre un lien avec la conscience de mon corps, ma posture, comment mon corps bouge, comment il prend sa place, comment je l'utilise en fait pour incarner ma vie et pour mettre en place les choses qui m'animent en fait. Donc si je devais parler d'une expérience ou une rencontre marquante depuis le début de ma carrière de coach, je dirais que chaque expérience m'a appris sur moi. C'est ce que j'aime avec mon métier, donc je pourrais presque toutes les citer. Après, bien sûr, comme je l'ai dit juste avant, d'accompagner des adolescentes dans lesquelles je pouvais retrouver des choses de moi, adolescente, ben forcément ça a été marquant. D'entendre une adolescente de 15 ans, après un séminaire de 5 jours, dire que le lundi, elle ne savait pas qui elle était et qu'aujourd'hui, elle sait. Ou de voir une adolescente, pareil, de 15-16 ans, qui le lundi a du mal à s'exprimer devant le groupe et qui le vendredi prend le micro devant une audience d'une centaine de personnes et a du mal à lâcher le micro, ça pour moi c'est marquant. Mais ce qui est marquant en fait, ça va pas tellement être, ça va être à la fois la confirmation que j'aime ce que je fais, que j'aime l'humain, que j'aime les rencontres, mais c'est surtout de voir à chaque fois. Ce qui me marque à chaque fois, c'est d'observer tout le potentiel humain qu'il y a à l'intérieur de chacun d'entre nous, qui n'est pas forcément tout le temps révélé, mais j'aborde à chaque fois mes accompagnements, quelles que soient les personnes, avec la croyance profonde, la croyance vraiment ancrée, que chacun a les ressources et chacun a un potentiel insoupçonné, que même les personnes que j'accompagne ne soupçonnent pas. C'est ça qui me marque à chaque fois, c'est la puissance de l'être humain. Donc voilà, après j'ai des petites anecdotes.
Comme récemment, je donnais un atelier sur le mouvement pour une grande association française, 30 personnes qui participaient, des personnes qui ne sont pas forcément connectées à leur corps, et une personne, un homme, participe à l'atelier, il est hémiplégique du côté gauche, donc son bras gauche ne bouge pas, mais il participe, il s'engage dans l'atelier de mouvement, il suit mes indications, et à la fin de l'atelier, il vient me voir et me dit, j'ai réussi à bouger mon bras gauche pour la première fois grâce à cette expérience. Et c'est à la fois, ben, effectivement, des années de connaissances que je transmets, des années d'expertise, voilà. Il y a ma part, mais il y a sa part. Il y a surtout sa part. Son engagement, le fait que la personne se soit fait confiance, elle fait confiance au moment, elle fait confiance à mes instructions. En fait, c'est la magie d'une rencontre, c'est la magie d'un instant. Et, euh, et en fait, c'est comme une étincelle et ça peut arriver à n'importe quel moment. Donc, il y a à chaque fois des pépites, finalement. À chaque fois, il y a des pépites. Alors, dans la chronologie, j'ai d'abord été danseuse et ensuite, j'ai fait du coaching. Donc, la danse, c'est dans ma vie depuis que j'ai 12 ans. Hmm, peut-être que ce que la danse m'a appris sur le corps, sur moi, enfin, je vais d'abord dire sur moi. Ce que la danse m'a appris sur moi, c'est que c'est un moyen d'expression. Et je crois que j'ai commencé à danser pour ça, parce que j'avais des choses à dire. Et je crois que c'est ce que ça m'a appris. J'ai des choses à dire. J'ai des choses à dire. Mon corps me permet de dire des choses. Mon corps me permet d'exprimer des choses. Je crois que ça connecte à ça pour moi, la danse, l'expression. Ce que ça m'a appris sur le corps et notamment de faire d'une passion un métier, c'est pas la même chose que de faire de sa passion une activité en dilettante. Ça m'a appris que mon corps avait des ressources insoupçonnées. C'est parfois difficile d'utiliser son corps comme outil de travail. Parce que parfois on doit monter sur scène avec des blessures. On n'a pas le choix, c'est comme ça. Donc j'ai appris que mon corps pouvait repousser ses limites, mais j'ai aussi appris que mon corps était mon allié et n'était pas juste mon esclave ou mon serviteur. Mon corps n'est pas seulement l'outil qui me permet de monter sur scène et de gagner de l'argent à la fin du mois, en travaillant des heures et des heures en répétition, pendant 10 heures par jour, etc. Et voilà. Mon corps est précieux. Donc, et ça, je pense que je l'ai appris peut-être sur le tard, à la fin de ma carrière. J'ai eu une carrière qui a duré presque 15 ans. Mon premier plan de danse rémunéré a été vers mes 20 ans, le dernier vers mes 35. Et du coup, je pense qu'au début, j'utilisais juste mon corps comme un outil. Et que vers la fin, bah, j'ai compris qu'en fait, non, mon corps était mon allié. Et ça n'a pas toujours été facile parce que moi, j'ai travaillé en tant que danseuse dans l'industrie, ce qu'on appelle dans l'industrie, pas que, mais l'industrie, c'est les clips, les télés, derrière des artistes, etc. Et puis ensuite, j'ai travaillé dans le milieu de la compagnie et du battle. Donc voilà, et du spectacle vivant. Donc voilà, j'ai vraiment fait beaucoup d'expériences, mais dans l'industrie, il y a aussi cette notion d'image. Et il faut rentrer dans des codes. Il faut avoir une certaine silhouette, il faut être mince, il faut. Donc, au début, mon rapport à mon corps n'a pas toujours été doux parce que je voulais qu'il rentre dans les codes, dans les images, parce que il fallait que je travaille. Je voulais aussi qu'il soit performant, qu'il ne me lâche pas de blessures, et même s'il y a des blessures, non, il faut continuer. J'ai fait des spectacles avec vraiment des douleurs. J'ai encore des séquelles, par exemple, sur certaines choses. J'ai une cheville gauche qui est un peu plus fragile parce que j'ai dansé sur une blessure. Donc, je pense que ce que j'ai appris au fur et à mesure des années, et c'est peut-être pas la danse qui me l'a appris, c'est mon rap, c'est moi qui ai compris que mon corps, c'était ma première maison et que c'était important d'en prendre soin. Voilà, mais la danse m'a appris à m'exprimer, m'a appris à dire qui j'étais, m'a appris à créer mon identité. Et ça, c'est vraiment les battles.
apprendre à dire qui je suis par le mouvement, pas par les mots, pas par les histoires, pas par la légende que j'aime raconter. Oui, voilà, voici ce que j'ai fait, voici où je suis née, je suis la sœur, la deuxième fille d'une sororité de 3 sœurs, etc. Ça, c'est les histoires. Le corps ne ment pas. Le corps, il dit qui on est. Il révèle. Donc, ça m'a montré ça. Comment je suis passée de la danse au coaching et peut-être même après du coaching au mouvement. Euh, En fait, depuis que je suis enfant, j'observe le monde, je me pose des questions sur le monde, j'écoute les gens, et beaucoup de personnes viennent s'adresser à moi et se confient à moi. Je fais partie des personnes qui, même jusqu'à maintenant en tant qu'adulte, je suis dans la rue, quelqu'un vient me parler et me révèle toute sa vie. Voilà, donc ça a été ça très souvent depuis très jeune. Donc j'ai beaucoup été sensible à l'humain. Et puis ensuite, dans mon chemin de vie, c'est passé un événement où moi, je me suis sentie perdue à un moment. Donc j'ai travaillé sur moi. Et en travaillant sur moi, je me suis dit, ah mais pourquoi on ne fait pas ça depuis l'enfance? Et ça m'a fait tellement de bien d'apprendre à mieux me connaître que je me suis dit que j'allais me former pour aider les personnes à mieux se connaître. Parce que pour moi, c'est la clé pour vraiment créer une vie qui nous ressemble. Donc en gros, ça s'est fait au fur et à mesure. À mesure que je dansais, ben, je commençais à me former. Et je crois qu'un des liens que je peux faire, c'est mon approche du freestyle grâce au battle, parce que le battle a été aussi un cheminement de connaissance de moi, qui est arrivé peut-être un petit peu, qui est arrivé un peu avant ma formation de coaching, mais qui a été vraiment complété par le coaching. Plus je me formais en coaching et que j'apprenais qui j'étais, plus ma danse de freestyle était libre. Et inversement. Donc les deux se sont nourris. Quand ensuite j'ai fini ma formation de coach, par souci de légitimité, je ne voulais être considérée que comme une coach. Donc pendant un moment, je n'intervenais pas avec le mouvement dans les espaces de coaching, je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'on dise que j'étais la danseuse qui coach, je voulais juste être la coach. Et puis après, j'ai quand même vu que j'avais développé une intelligence du corps, une intelligence de la lecture des corps des gens et que ce serait bête de ne pas se servir de ces compétences-là. Donc j'ai commencé à rajouter du mouvement, mais je n'accompagne pas avec la danse, très très rarement. Je préfère parler de mouvement. Parce que la danse nous enferme déjà dans une case, dans des codes où il faut peut-être être en musique, ou que ce soit esthétique, que ça ait une forme, tandis que le mouvement est accessible à tous et à toutes. À partir du moment où j'ai un corps et que je bouge, bah, je fais du mouvement. Donc j'aime parler de mouvement parce que c'est accessible à tous et à toutes, et c'est par là que je peux prendre la porte d'entrée du corps dans des accompagnements qui vont être plus de l'ordre du coaching. Je diffuse un message. Je diffuse un message qui parle de vivre une vie plus consciente et plus incarnée. Et surtout, je diffuse un message qui dit que notre vie, elle se vit maintenant, pas dans 10 ans. Ce que j'observe dans le monde dans lequel on vit, alors mes références sont occidentales, hein. Je suis née en France, je vis en Occident. Ce que j'observe dans ce monde occidental, c'est que nous nous fixons des objectifs dans le futur et on fait tout aujourd'hui pour atteindre ces objectifs dans le futur, et c'est comme si on passait un petit peu à côté de notre vie dans l'espoir que plus tard, une fois que nous aurons atteint nos objectifs, notre vie sera enfin parfaite et là, enfin, nous pourrons nous détendre, ressentir de la paix intérieure, de la sérénité, de la joie, etc., etc. Mon message, il est de dire que ça se passe maintenant et aujourd'hui. Et que ça passe par plus de conscience sur qui je suis, sur là où je dirige mon énergie, sur les choix que je fais, des choix conscients, de la souveraineté et de l'incarnation. Mon corps est clé. Si je suis déconnectée de mon corps, si je suis déconnectée de mon corps, je ne peux pas opérer dans cette vie. Conscience et incarnation. Donc ça, c'est mon message. Et c'est ça qui me porte. Et c'est ça, en gros, mon travail. C'est pas un mot que j'utilise beaucoup, de travail, parce que je dirais ma vie, c'est ça. Maintenant, quelle forme ça prend concrètement? Ça prend la forme de création de contenu sur mes réseaux. Je crée énormément de contenu, des vidéos, pour donner des clés de reconnexion
de son corps et de son esprit, d'alignement. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Living Life with Christine. Donc, on est vraiment au cœur de la vie. Venez, on vit la vie ensemble maintenant. C'est le même nom pour ma chaîne Instagram, Living Life with Christine. Et ce que je fais en fait, c'est que je crée des expériences autour du corps et de l'esprit en fonction des besoins et des demandes. Je vais là où je suis appelée. Donc, ça peut être des ateliers de mouvement, ça peut être des conférences autour du mindset, ça peut être des conférences autour du corps, ça peut être des ateliers autour du mindset. Et je touche tous les publics. Si vous vous souvenez, un peu plus haut, j'ai dit qu'une des personnes qui m'avait inspirée, c'était Michael Jackson, parce que son message était universel et qu'il s'adressait à tout le monde et prenait le message qui voulait être en résonance avec. Bah, c'est un peu ma vision. Ce qui va à l'encontre de tout le marketing où on va te dire qu'il faut être complètement niché. Et effectivement, je vais avoir des profils de personnes qui vont être plus en résonance avec moi par rapport à d'autres. Mais j'ai envie de laisser la responsabilité aux personnes de voir si, quand elles interagissent avec moi, ça résonne. Donc, mon public, il est varié. Je peux accompagner autant des femmes que des hommes, des personnes jeunes que des personnes plus âgées. La personne la plus jeune que j'accompagne actuellement a 25 ans. Une des personnes les plus âgées que j'ai accompagnées avait pas loin de la soixantaine. J'accompagne des dirigeants, des entreprises, des artistes, des ados, des cadres, des personnes sans emploi. Voilà. Et en fait, je crois que c'est le message qui est important. Et le message, c'est la vie, c'est maintenant et c'est accessible maintenant. Et comment, en fait, on aborde notre vie d'une façon qui nous sort du pilote automatique et du fait qu'on subit notre vie et qu'on reconnecte à son corps et à des ressources qu'on a pour vivre la vie que l'on veut vraiment. Donc ça, c'est le message que je porte. C'est ça, Living Life with Christine. Aujourd'hui, bah, c'est moi qui porte ce message, donc c'est moi qui crée les expériences et donc en fait, c'est ça que je propose. Des expériences avec moi qui prennent la forme de ce que vous voulez. Donc si vous êtes un particulier et que vous voulez que je vous accompagne, je fais des accompagnements one-one, je propose des ateliers, des conférences et tout ce qui est possible de créer pour que chaque personne vive la vie qu'elle veut vraiment. Pour moi, c'est un acte engagé. Dans un monde où on a l'impression qu'on perd un peu notre pouvoir de choisir notre souveraineté, notre liberté, etc. Et dans un monde où il y a des guerres, il y en a toujours eu, mais il y en a encore, bah c'est un acte engagé de vivre la vie que l'on veut vivre vraiment. Si maintenant je parle plus précisément de ce que je propose et de comment interagir et travailler avec moi, alors de ce que moi je crée et après vraiment je suis très ouverte à toute collaboration et co-création, comme ma collaboration avec 4V actuellement. Donc de ce que je crée, les premiers dimanches de chaque mois, j'organise une mini retraite en ligne qui s'appelle Sunday Morning. L'idée, c'est une expérience, un espace que je crée qui dure 2 heures, en ligne, en collectif. J'observe que beaucoup de personnes ont envie d'avoir un temps pour elles, pour se reconnecter, pour vraiment prendre soin d'elles, se reconnecter à leur conscience, à leur corps et donner une direction à leur vie. Bah, je vous propose ça comme expérience, une fois par mois, le premier dimanche de chaque mois. L'idée, c'est un travail, un temps pour se connecter à sa conscience, son mindset, un temps pour se connecter à son corps, à son rythme intérieur, un temps pour se connecter à ce qu'on a envie de créer. L'idée, c'est vraiment d'avoir ce temps pour soi, pour réaligner sa vie, pour vivre la vie qu'on apprécie maintenant. Ce n'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Donc, Sunday Morning, la mini-retraite en ligne, premier dimanche de chaque mois. Ensuite, il est aussi possible de travailler avec moi en one-one. J'accompagne des personnes qui sont prêtes à recevoir les transmissions que je donne et à se faire accompagner sur comment sortir du pilote automatique, sortir d'une vie conditionnée pour vraiment récupérer son pouvoir intérieur, créer sa vie, faire des choix conscients, se déployer, s'autoriser à faire vraiment ce qu'on veut, sortir du cadre qu'on se sent être imposé,
sortir du cadre qu'on croit qu'on nous a imposé même, je dirais, sortir du cadre qu'on croit qu'on nous a imposé et vivre vraiment, pleinement, maintenant. Ce que je constate, et ça je vais pas être très longue sur ça, mais c'est important pour moi de le dire, c'est que voilà comment on fonctionne. Aujourd'hui, je vais me fixer des objectifs dans le futur, et j'ai l'impression que je cours après ces objectifs-là pour que ma vie soit géniale. Voilà. Et on essaye d'obtenir ces objectifs-là, la maison, la voiture, la relation, etc., etc. Et on croit que c'est ça qui va faire qu'on va apprécier notre vie. En fait, moi, je vous amène plus loin. Derrière ces objectifs, il y a vraiment ce que vous voulez. Quand vous aurez atteint ces objectifs-là, comment vous allez vous sentir? Peut-être plus serein, plus sereine, en paix, en joie, avec beaucoup d'envie, d'ouverture, envie de contribuer, envie de vous sentir bien. En fait, c'est ça que vous voulez. C'est pas tellement le faire, l'avoir, c'est l'être. Et bien l'être, il est accessible maintenant. Et donc dans mes accompagnements, ce qu'on fait, c'est de ramener ce après quoi vous courez là pendant des années à maintenant. Comment aujourd'hui je peux déjà incarner cette personne-là qui est sereine, qui est en joie, qui tape dans sa puissance, qui sait créer les choses. Et comment je peux mettre en place ma vie, comment je peux créer ma vie à partir de cette identité-là, et comment je peux voir la vie se déployer devant moi quand je suis déjà là-dedans. Et pas quand je suis en train de me dire que ce que je vis maintenant c'est nul et que ce sera bien, ça ne sera bien que dans 10 ans. Donc j'accompagne des personnes à faire ça en one-one sur plusieurs mois, parce que pour moi c'est quelque chose qui s'ancre et qui s'apprend. Il faut désapprendre des anciens conditionnements et réapprendre une façon d'être à la vie, changer de paradigme. Voilà, et puis après, disponible pour des conférences, disponible pour des ateliers, pour des workshops autour du mindset, autour du corps, autour du lien entre les deux. L'idée, c'est vivre sa vie maintenant et les portes d'entrée, elles sont nombreuses. Je pense que j'ai envie de partager des croyances qui me soutiennent, sachant que les croyances, ça bouge, ça évolue, notre système de croyances évolue. Et en ce moment, les croyances qui me soutiennent et qui me permettent d'aimer ma vie, parce que vraiment j'apprécie ma vie, je la trouve très savoureuse. Je trouve que ma vie est très savoureuse. Donc, voici les croyances qui me soutiennent et que je partage avec vous. C'est peut-être ma philosophie de vie actuelle. Je dirais que la première croyance, c'est que mon corps, c'est ma première maison, c'est mon foyer. Tout part de moi, tout est lié. Donc je prends soin de mon corps. Je prends soin de moi, je prends vraiment soin de mon corps et de moi, parce que si moi, je ne suis pas au bon endroit, aligné, tout est OK, ça ne peut pas fonctionner à l'extérieur. Donc, il y a ça. Mais c'est aussi le fait de prendre soin de moi, vraiment, de m'offrir de la qualité pour mon corps, pour moi, pour mon esprit, fait que mes choix de vie à l'extérieur sont aussi qualitatifs. Je ne laisse pas n'importe qui, n'importe quelle expérience, n'importe quoi rentrer dans ma vie, puisque je prends soin de moi. Donc, voilà. Ensuite, je dirais que la vie se vit maintenant. C'est hyper important pour moi de reconnecter systématiquement au moment présent. J'essaye le plus possible de vivre dans un temps présent. Et donc, ce que ça me permet, c'est de faire des choix au quotidien qui sont les plus vers l'expansion, les plus porteurs, les plus joyeux. Parce que, en fait, je me demande systématiquement qu'est-ce qui va me faire du bien là, maintenant, tout de suite, et qui va être aligné à qui je suis et à qui j'ai envie d'être. Je ne fais pas partir mes choix à partir d'une vision dans le futur. Parce que c'est limitant. Pour moi, c'est très limitant de faire ça. Parce que c'est que mon mental qui peut imaginer quelque chose, mais ça se trouve, la vie me réserve beaucoup plus que ce que mon mental imagine. Donc, je ramène tout au présent. La vie, c'est maintenant. Et elle s'apprécie maintenant. Autre chose qui fait partie de ma philosophie, suivre le flot. Je suis le flot de la vie. J'essaye de muscler cet état d'esprit. C'est pas toujours simple. Mais j'essaye de muscler cet état d'esprit qui dit que tout est une expérience et que dans le fond, rien n'est un problème. Tout dépend de la perception que j'ai de la situation.
Et donc j'accepte tout en me disant que tout est là pour mon expérience. Soit c'est un apprentissage, soit c'est moi qui vais vers de l'expansion, soit c'est pour mon plus grand bien. Et j'aborde la vie de cette façon-là. Et donc ça m'amène à être dans l'acceptation. L'acceptation de ce que je vis et donc l'appréciation de ce que je vis, même quand c'est challengeant et confrontant et que ça me met dans de l'inconfort. Donc je suis le flot de la vie. Ce qui me sort du contrôle, c'est pas un total, c'est une forme de lâcher prise, mais c'est pas une position attentiste. C'est une position où j'arrête de vouloir faire plier la vie et la contrôler. Je suis. Et en fait, j'observe que quand je fais ça, il se passe des expériences de vie que je n'avais même pas imaginées, qui sont à chaque fois très surprenantes et qui me font du bien et qui sont en résonance avec mon alignement. Donc mon travail quotidien, c'est de m'aligner, de prendre soin de moi et de rayonner ça et de voir quelles sont les expériences qui viennent dans ma réalité et qui vont être en résonance avec ça. Et ensuite, il y a quand même un mantra que j'aime bien qui vient d'une peinture de Matisse et d'un texte de Baudelaire. Et ce mantra, c'est luxe, calme et volupté. En fait, ce sont 3 mots qui, en ce moment, me drive dans mon quotidien. Je veux vivre une vie de luxe. Et quand je parle de luxe, ce n'est pas forcément des expériences chères. C'est pas de ça dont je parle. Je parle vraiment du luxe dans le sens où chaque chose est choisie avec soin, avec qualité, avec raffinement, avec finesse. Je ne sais pas si raffinement ça se dit. Avec finesse, avec quelque chose de très précieux. Et donc ça me connecte à l'enfant que j'étais, qui était beaucoup dans des choses très, très précieuses et très fines. C'est ça pour moi le luxe. C'est le luxe de choisir mes expériences. C'est aussi le luxe de pouvoir disposer de mon temps comme je le souhaite, le plus possible. Le calme, parce que le calme intérieur, j'aime les espaces de calme. Ça ne veut pas dire que je suis tout le temps calme, mais j'aime le calme parce que le calme me permet de me connecter à mon intuition, à des informations, etc. Et la volupté, parce que c'est le sens, c'est le corps, c'est le plaisir du corps, c'est manger quelque chose qu'on adore, c'est une étreinte, c'est prendre quelqu'un dans ses bras, c'est danser, c'est bouger son corps lentement. Voilà, la volupté pour moi, c'est vraiment être en vie là maintenant tout de suite. C'est reconnecter à ce qui se passe à l'intérieur, c'est mes ressentis. Donc luxe, calme et volupté, c'est peut-être le mantra qui me suit le plus en ce moment, qui me permet de créer une expérience de vie que j'adore et que j'apprécie et que je trouve savoureuse. C'est le mot que j'emploie souvent. Ce qui me motive à me lever le matin, c'est la vie, tout simplement. Je trouve que c'est une motivation suffisante. En fait, je suis tellement reconnaissante de vivre ma vie, de vivre la vie, d'avoir un corps. Même quand je fais des corvées que je déteste, par exemple jeter la poubelle, je me dis mais quand même j'ai un corps qui me permet de descendre des escaliers, d'ouvrir une porte et d'aller jeter une poubelle. Donc la vie me motive et ce qu'elle a à m'offrir et cet espace du je ne sais pas. Je me lève le matin avec toujours cette intention de me dire je me laisse porter par ce qui vient et je suis prête à accueillir ce qui vient. Je n'ai pas envie, moi, de verrouiller ma vie et de la décider parce que c'est limitant. Pour moi, c'est limitant. Parce que le mental de Christine aujourd'hui, qui imaginerait sa vie de rêve dans 10 ans, c'est déjà limité. Demain, je suis déjà quelqu'un d'autre. Donc moi, j'ai plus envie d'aborder la vie en me disant au moment présent, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me motive, qu'est-ce qui m'anime, qu'est-ce que j'apprécie dans ma vie et comment je peux vraiment être comme ça dans une forme de danse ou comment surfer sur la vie et la laisser me surprendre en fait. Donc la vie me motive le matin. Tous les matins, je me dis ok, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? J'ai peut-être prévu des choses, mais ce sera peut-être ça ou complètement rien de tout ça. Et j'adore, je trouve ça vivant en fait. Donc d'avoir un corps et d'être en vie, ça me motive. Et en fait, je n'ai pas la sensation de travailler. Je me construis une vie qui me permet de flouter les lignes et de sortir de ce paradigme où il y a des moments où on travaille et des moments où on ne travaille pas. Comment je gagne ma vie? En vivant. Et donc c'est bizarre de dire ça comme ça, mais pour moi, quand je donne un atelier, quand je fais un accompagnement, quand je crée un contenu,
Je suis en train de vivre, je vis des expériences et je ne considère pas ça comme du travail. Ce qui me demande d'être très au clair sur les choix que je fais au quotidien. Et donc, je ne fais pas des choix que je n'ai pas envie de faire. En ce sens, la plupart des expériences que je vis sont des expériences que je choisis de vivre, sont des expériences que j'adore et que j'apprécie. Parfois, la vie me confronte et viennent dans ma réalité des expériences que j'ai, entre guillemets, que je n'ai, entre guillemets, pas choisies. Ok, eh ben, c'est mon chemin vers plus d'expansion. Donc, pour moi, en fait, je ne suis pas en train de travailler. Je suis en train de vivre, de transmettre, de rayonner, d'incarner. Et en fait, je dirais que s'il fallait que je mette quelque chose derrière ce mot travail, je dirais que je vis des expériences et des rencontres. Et comme on est dans un monde où on fait des échanges énergétiques, ben je donne quelque chose et je reçois de l'argent en retour. Voilà. Parce qu'on ne paye pas nos loyers avec des pommes de terre, mais la notion de travail, pour moi, elle a pas trop de sens. Je suis en train de vivre. Et mes journées sont littéralement comme ça. Je peux à la fois me poser dans un coffee shop, boire un café et ensuite créer un contenu en même temps et puis ensuite discuter avec une amie. Et je ne me sens pas submergée parce que je suis très à l'écoute de mon rythme interne. Donc, j'aime tout parce que je choisis mes expériences et quand je n'apprécie pas, eh ben, j'observe. Et j'observe ce qui se passe et ce que ça dit de moi. Et comment je peux aller vers plus d'expansion. En fait, la vie me rend heureuse. Et tout, c'est de la vie. La libération personnelle. Euh, alors, il y a énormément de portes d'entrée à la libération personnelle. Je pense que je dirais ça aujourd'hui. Une des portes d'entrée que moi, je préfère explorer, c'est le corps. Parce que le corps, à mon sens, ne ment pas. Il enregistre les informations et si on développe un lien, une relation à notre corps suffisamment subtile, intime, on peut apprendre à lire ces informations. Tandis que nous, notre mental peut se raconter des histoires. On sait très bien se raconter des histoires et croire aux histoires qu'on se raconte. En revanche, le corps, si là, je dis est-ce que tu aimes le chocolat et que tu te mets à saliver, ton corps ne ment pas. Par contre, tu peux te raconter une histoire autour de oui, peut-être, quand j'étais enfant, j'ai goûté un chocolat dans telle ville, etc. Et ça y est, on est déjà dans des histoires. Donc pour moi, le corps, c'est une porte d'entrée qui est vraiment solide et puissante. Et du coup, avant de parler d'émotions, je parlerai d'énergie, parce que les émotions, c'est de l'énergie qui est en mouvement. Émotion, motion. Donc pour moi, le corps, c'est ce qui nous permet de ressentir de l'énergie, ce qui nous permet de traduire les flux énergétiques qui sont autour de nous, de les comprendre, et ce qui nous permet aussi de diriger notre énergie consciemment pour passer à l'action. Donc la voix du corps, c'est une voie de connaissance de soi, c'est une voie de lien avec l'extérieur, avec la réalité, de lien avec la vie, et c'est une voie de création. Et peut-être que c'est ça la libération personnelle. Est-ce qu'on a besoin d'être libéré? Là, on rentre dans un truc philosophique, vous avez 4 heures, je ne vais pas aller aussi loin. Je ne sais pas si ma recherche, elle est autour de la libération personnelle. Je pense que ma recherche, tout le travail que je fais de recherche, parce que je suis encore en train de rechercher, le corps a des compétences insoupçonnées et que je découvre encore maintenant. Mais tout le travail de ma recherche, de mon expertise, de ma transmission est sur le fait de comment on peut vivre consciemment maintenant. Je ne sais pas si ça, c'est de la libération personnelle. Peut-être derrière libération personnelle, il y a l'idée de choisir de plus en plus ces expériences de vie, malgré le fait que nous soyons quand même conditionnés. On ne sortira pas des conditionnements de la culture, etc., mais on peut mettre de la conscience quand même dessus. Donc le corps donne les infos, le corps permet de passer à l'action, le corps permet de diriger l'énergie et en ce sens, associé à la conscience, il nous permet une certaine souveraineté, c'est plus le mot que j'utiliserais, et une certaine souveraineté dans nos choix.
Bah, je pense qu'une des choses qui revient le plus, c'est qu'elles se sentent plus connectées à qui elles sont réellement, pleinement. Donc c'est une connexion à l'être avant le faire et avant l'avoir. Là où parfois les choses sont un peu inversées. Parfois, les personnes qui viennent me voir au démarrage ont l'impression qu'elles doivent passer par le faire et par l'avoir pour mieux être. Et en travaillant ensemble, on fait l'inverse. On passe par l'être pour ensuite faire et avoir différemment. Mettre plus de qui je suis dans ce que je fais. Mettre plus de mon identité dans mes actions. Donc, ce qu'elles me disent, en fait, au final, c'est pas tant... En fait, quand elles rentrent, parfois, elles ont des objectifs très précis. Oui, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Et au fur et à mesure des accompagnements, c'est ça qui est vraiment génial, c'est que ça bouge. Ça bouge, mais ce qui ne bouge pas et ce qui se renforce, c'est qu'elles se sentent de mieux en mieux avec elles-mêmes, qu'elles s'apprécient de plus en plus et qu'elles apprécient leur vie. Donc, il y a moins de pression de résultats sur des objectifs, il y a moins de pouvoir dans les objectifs, comme si ces objectifs allaient être ceux qui allaient leur permettre de mieux vivre. Il y a une forme de récupération de pouvoir, en fait. Et j'ai quelques exemples de ça. Je pense à une personne que j'ai accompagnée il y a déjà quelques années. C'était une femme qui venait pour travailler sur sa façon de communiquer. Elle avait du mal à dire ce qu'elle pensait et donc soit elle taisait, soit elle explosait. On a travaillé sur ça, mais sur plein d'autres choses, parce qu'il y a plein de portes d'entrée. Et au final, à la fin de l'accompagnement, elle est sortie d'une relation qui lui faisait du mal et elle a quitté son métier de salariat pour se lancer dans l'entrepreneuriat et elle a changé complètement de vie. Ce n'était pas son objectif du départ, mais en passant par l'être, ça a libéré son pouvoir et de l'expansion. Je pense aussi à quelqu'un que j'ai accompagné, un artiste qui, danseur chorégraphe donc, et qui voulait avoir plus d'impact dans sa chorégraphie et qui avait peur en fait, en prenant du pouvoir en tant que chorégraphe, de ternir les relations avec ses amis danseurs et avec d'autres personnes. Et on a travaillé et cette personne-là a vraiment déployé ses talents et sa compagnie, etc. Et c'est beau à voir des personnes qui s'autorisent vraiment à incarner leur puissance. Voilà. Je crois que c'est ça qui revient à la fin des accompagnements, c'est enfin je sens que j'ai de la puissance et je m'autorise à l'incarner sans m'excuser d'être là, sans m'excuser de vivre, sans jouer petit, sans être à moitié. Mon message pour les personnes qui auraient du mal à se connecter à leur corps, à ressentir les choses dans leur corps, c'est déjà de leur dire que le corps n'est pas un ennemi, c'est la maison, c'est le foyer, c'est la base en fait. Parce que sans le corps, on ne peut pas vivre littéralement. Demain, si le corps n'est pas fonctionnel, ça devient le premier sujet en fait à régler. Donc le corps, c'est l'allié. Et effectivement, ça peut parfois faire peur ou être impressionnant de se connecter à son corps. On ne sait pas ce qui va émerger, on peut se sentir submergé, mais ça s'apprend. Et ça s'apprend petit à petit. Donc ma recommandation, c'est d'apprendre à être avec son corps. Et comment on fait ça? Tout simplement, c'est simple, mais ce n'est pas forcément facile, en s'asseyant avec ses ressentis. Je m'assois et je ne fais rien, littéralement. Je ne scrolle pas, je ne lis pas, juste je suis là avec mon corps et j'observe comment il évolue, ce qui se passe à l'intérieur, les mouvements à l'intérieur de moi, l'énergie qui circule. Et j'apprends à être avec ça. Et ça déjà, c'est la première clé de connexion à son corps. Quand on sait se connecter à son corps, on a accès à l'intuition, on a accès à une meilleure lecture de sa réalité à l'extérieur, on a accès à des relations qui sont différentes à soi et aux autres, et on a accès à notre énergie et on pose des actions beaucoup plus intentionnelles et plus conscientes. On dirige notre énergie avec conscience, donc on crée notre vie différemment. C'est une porte d'entrée solide et puissante. Alors, ça peut paraître un peu particulier, mais j'ai des envies, j'ai des élans, j'ai parfois des visions, mais je ne m'y accroche pas.
Donc je ne partagerai pas ici un rêve que j'ai parce que ma philosophie de vie, ce n'est pas celle-là, je suis le flow. Encore une fois, ma croyance, c'est que les rêves que je pourrais définir aujourd'hui en 2025 pour par exemple 2030 seraient définis par la Christine d'aujourd'hui, avec ses limitations aujourd'hui et avec toutes les expériences que je n'ai pas encore vécues. Et si je m'accroche à ces rêves-là, qu'une version ancienne de 2025 créée pour la version de 2030, ben peut-être que je me limite. Donc moi, j'ai envie simplement, ce que je me souhaite en fait, c'est de continuer d'explorer le corps, d'explorer la vie, le lien avec la réalité, avec mon intériorité, comment maîtriser l'énergie, comment jouer avec ça, comment créer ma vie, et surtout être dans l'ouverture, d'être dans le je ne sais pas, d'être dans l'accueil de ce que la vie a à me proposer et de me dire, ok, je vais là où je suis appelée, je vais là où ça vibre pour moi, là où ça résonne pour moi, là où il y a de la lumière. Je cherche des expériences, des rencontres, de la sensation, du ressenti. Je cherche simplement à être en vie. Et pour moi, c'est déjà maintenant. Je n'attends pas que mes rêves se réalisent, c'est maintenant. Rien qu'en faisant cette vidéo, je ressens déjà des choses et c'est déjà suffisant pour moi. Et je laisse ouvert à plein d'autres expériences. Et après, ce que je pourrais rajouter, c'est que ce que je fais quotidiennement, c'est vraiment cultiver ma paix intérieure, mon alignement, une forme de sérénité, une forme de conscience de là où je dirige mon énergie. Et ça, par contre, c'est un engagement que je fais quotidiennement, qui est important pour moi, parce que c'est ce qui me permet, finalement, de laisser ouvert avec la vie, et c'est ce que je cultive au quotidien. Ma connexion à moi, ma connexion à mon corps, ma connexion à mon cœur. Et ça, je le rayonne et je le partage. C'est ça peut-être la suite pour moi, de continuer de rayonner, de partager et d'incarner ça, et de voir où ça me mène. Quelles expériences, quelles rencontres. Vivons maintenant. La vie, c'est maintenant. C'est pas demain, c'est pas après avoir accompli X, Y, Z objectif. C'est maintenant et on a le choix. On a le choix de rendre notre vie savoureuse maintenant. Donc vivons maintenant, ressentons notre vie maintenant. Ça passe par le corps, ça passe par plus de conscience. Mais vivons maintenant.